Le débat du Grand Live avec ce soir Yossi Taïeb, bonsoir, député pour le parti Chasse à la Knesset, et Laurent Siget, chef d'entreprise, bonsoir. Merci à tous les deux. Plusieurs sujets qui nous occupent ce soir et dont on va parler, mais tout d'abord évidemment cette image qui va rester, peut-être même pour la postérité, elle est partout sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu largement, Benyamin Netanyahou au pied d'un avion de la compagnie Etihad, de la compagnie d'Abu Dhabi et des Émirats Arabes Unis, et puis le personnel de cet avion qui est là, qui salue. Il y a même une hôtesse qui fait un cœur en direction du Premier ministre israélien. C'est une image très forte qui symbolise tout ce qui est en train de se passer. Alors, il n'y a peut-être rien de personnel, je vous vois sourire, Laurent Siget, concernant le Premier ministre, mais quand même, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes ému aussi, Yossi Taïeb, en voyant ce qui est en train de se passer entre Israël et les pays du Golfe? Tout d'abord, je pense que c'est du nouveau. Israël a réussi, une fois de plus, à écrire une page dans l'histoire de l'État d'Israël, des accords de paix avec un pays arabe, un pays de plus, et ça va, et ça se rajoute de semaine en semaine, peut-être de mois en mois, on verra peut-être encore d'autres pays se rajouter à cette image. Je pense que c'est une gloire pour Israël de pouvoir justement mener, surtout dans une période de Covid-19, des accords de paix qui amènent, en fin de compte, aussi à des accords qui vont amener un surplus économique et le reste. Vous la voyez comment, cette image? Alors d'abord, je voudrais quand même saluer mon ami, je ne veux pas dire mon ami parce que ça pourrait nuire à ta carrière, mais quand même mon ami Yossi Taïeb, avec qui je fais déjà un quatrième débat et qui depuis notre débat précédent est devenu député, donc je tiens quand même à le féliciter. Oui. Premier député francophone, ce qui est quand même remarquable. Et puis il faut remercier la Norvège, n'oublions pas la Norvège dans cette histoire. J'espère que quand tu vas au Kotel, c'est pas quand tu vas au Kotel, tu mets un petit billet pour la Norvège. Voilà, ça c'est pour la loi norvégienne. Okay. Je suis très inquiet pour le Premier ministre parce que vu qu'il y a une hôtesse de l'air qui lui fait un cœur, je ne sais pas comment il va s'en sortir ce soir en rentrant à la maison. Bon, alors, parenthèse dite, en plaisantant, c'est magnifique. C'est très bien d'avoir cette situation. Je crois qu'il n'y a pas un Israélien, à part peut-être quelques écervelés, je vais dire, à la liste arabe unie, j'ai pas compris comment ils sont arrivés à ne pas voter pour les accords historiques de paix avec un pays arabe. C'est quand même extraordinaire, mais bon, ça, c'est quand même incroyable d'avoir une situation pareille. Mais bon, c'est la beauté du Proche-Orient, et si rien n'est logique, tout est à l'envers, donc on est content. On est très fiers que ce soit qu'il y ait des relations enfin avec les pays du Golfe. C'est l'aboutissement, il faut dire, de ce qui avait commencé sous M. Shamir pendant la Convention de Madrid, puis avec les accords d'Oslo, et qui maintenant continue, parce qu'à l'époque des accords d'Oslo, il y avait déjà des prémices de ces genres d'accords à l'époque. M. Netanyahou a conclu. Personne ne peut critiquer ça, on le félicite. On félicite également le ministre des Affaires étrangères, M. Gabi Ashkenazi, qui a fait un très beau travail, qui lui-même a été félicité par les gens du Golfe, des Émirats Arabes Unis, qui ont dit que les relations entre les deux ministères des Affaires étrangères étaient excellentes. Et moi, je ne trouve rien à redire à une situation qui est positive. On a déjà tellement de choses négatives auxquelles nous devons faire face quand il y a une belle image, même si ce n'est pas votre premier ministre préféré. On le soutient, on dit que c'est magnifique. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'en retire pas des fruits politiques pour l'instant, Benyamin Netanyahou. Yossi Taïeb, vous avez vu le dernier sondage qui a fait beaucoup de bruit en Israël, qui montre que peut-être une coalition alternative pourrait se mettre en place s'il y avait des élections aujourd'hui, sans le Likoud. Pourquoi est-ce que le Likoud, à votre avis, fait les frais aujourd'hui de la situation, de tout ce qui se passe en Israël? C'est principalement le coronavirus, évidemment. Je pense que c'est surtout le Covid-19. Le Covid-19 fait en sorte que Benyamin Netanyahou, qui aujourd'hui gère cette crise économique, sanitaire. À mon avis, il la gère assez bien. Il est clair que, à mon humble avis, Bleu Blanc l'embête un peu dans sa gestion, puisqu'on a vu que dans la première vague, il a fait une gestion qui était extraordinaire. D'ailleurs, on est sorti assez vite de la première vague. En ce qui concerne la deuxième vague, on voit qu'il y a quand même des acharnements au sein du cabinet du Covid-19 qui lui mettent des freins pour prendre certaines décisions. Par exemple, la décision qui avait été que Benyamin Netanyahou voulait prendre au sujet des manifestations, où Bleu Blanc justement l'empêchait de faire ce pas. Je pense que dans un état d'urgence, il y a des fois des décisions qu'il faut prendre d'une manière immédiate et forte. Bien entendu, cette coalition, qui est une coalition fragile, les fruits de cette coalition sont donc aussi ce manque je dirais, on n'arrive pas à être assez actif sur le terrain d'une manière directe. Maintenant, au niveau des sondages, je vais vous dire franchement,
surtout au niveau de mon parti, on a l'habitude, les sondages, entre les sondages et là on arrive en fin de compte, il y a quand même, il y a toujours des écarts. Bibi a toujours été moins bon dans les sondages, meilleur dans le match. Je pense. Il n'a jamais eu en trois élections, il n'a jamais obtenu 61. D'accord. Donc il faut le comprendre aussi. Non, mais il faut comprendre que ces dernières élections, il n'avait pas 61 parce que Bennett a décidé de quitter la droite. Non, parce que Lieberman a décidé de quitter la droite. Et Lieberman et Bennett. Lieberman, ça faisait quand même 62-58 aux dernières élections qu'il y ait eu des traîtres dans notre camp. Justement, ce qui est intéressant, c'est que Bennett et Lieberman qui ont quitté la droite se retrouvent aujourd'hui autour de sondages qui pourraient peut-être amener une coalition, la fameuse coalition d'alliance Bennett-Lapide, avec peut-être Lieberman et Blanc-Bleu. Je pense que c'est plus profond. Je pense que. Ça me semble plausible cette alliance qu'on imagine entre Lapide. Nous sommes au Proche-Orient, tout est possible. Tout est possible. Nous sommes dans un pays où l'impossible est possible. Mais nous l'avons prouvé puisque nous sommes encore là après 70 ans. Donc nous sommes vraiment les magiciens du possible. En ce qui concerne le parti de Avoda. Non, moi je suis pas. Il a disparu parce que. Il faut comprendre qu'il y a eu vraiment toutes les alliances qui se sont faites pendant les dernières élections. Bon, ce qui a tué l'alternative, c'est évidemment la traîtrise de M. Gantz. C'est indéniable. Mais indépendamment de ça, pour l'usure du Likoud, il y a une usure qui est due au fait que M. Netanyahou, vous savez, on l'a beaucoup défini comme étant un magicien. Et le magicien, un truc, deux trucs, trois trucs, ça passe, c'est bien, les gens sont contents. Les gens, vous savez, un illusionniste, ça dit bien ce que ça veut dire. On vit dans l'illusion. À un moment, lorsque le Covid a montré a mis en exergue toutes les faiblesses de la société israélienne, le magicien n'a plus suffi. Donc, je crois qu'il y a d'abord une usure du pouvoir. Ensuite, il y a une faiblesse qui est évidente face au parti ultra-orthodoxe. C'est clair que ça commence à créer même des problèmes au sein de son parti. Même au sein du Likoud, où on est en général favorable à une alliance avec les ultra-orthodoxes, les gens commencent à dire maintenant, ça commence à être un peu trop. Parce que lorsque vous ouvrez les journaux israéliens en hébreu, je sais que pour certaines personnes qui nous regardent à l'étranger en France, c'est difficile à comprendre, mais Israël n'est pas une grande communauté juive. Israël est un pays. Dans ce pays, il y a des secteurs, il y a des ethnies, il y a des nationalités, il y a des classes sociales qui font qu'on ne peut pas gérer Israël comme on gère une communauté juive à Paris, à Strasbourg, à Bruxelles. C'est tout à fait différent. Et ce qui se passe maintenant, c'est que, en fait, le Covid a mis en exergue toutes ces faiblesses, toutes ces discriminations. Regardez aujourd'hui une association non gouvernementale comme Israël Chofshit a déposé aujourd'hui un recours devant la Cour de justice en disant qu'il n'était pas possible d'ouvrir les Talmudei Torah, juste les Talmudei Torah, c'est-à-dire les petites écoles ultra-orthodoxes, et ne pas permettre d'ouvrir en même temps, en parallèle, d'autres secteurs. Et puis des écoles publiques laïques et des publics religieux sionistes en parallèle. C'est une discrimination. Et la deuxième discrimination qui était aussi mise dans cet appel, dans cet recours à la haute cour d'État, c'est qu'on a accepté qu'il n'y ait que les garçons qui aient étudié et que les filles restent à la maison. Ça aussi, en tant que gouvernement, en tant que démocratie, en tant que pays juif, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Yossi n'est pas vraiment la bonne adresse pour... J'aimerais juste rectifier. Parce qu'on ne parle pas d'ouverture d'établissement. On parle tout simplement de trouver une possibilité de donner à des élèves de pouvoir étudier en dehors des établissements, comme le permet la loi, de se retrouver 10 personnes à l'extérieur. Il n'y a aucune différence entre une manifestation où des centaines de personnes peuvent se rassembler et 10 enfants qui veulent s'asseoir étudier la Torah peuvent le faire. C'est pas le problème. Le problème n'est pas ça, parce qu'on nous a expliqué pendant 3 semaines, et je suis venu ici chez Jean-Charles chaque semaine, qu'en fait les manifestations étaient un grand problème parce que c'était une discrimination par rapport aux orthodoxes à qui on disait qu'il faut faire du confinement. Vous vous souvenez de notre discussion avec M. Slama, que c'était pas correct par rapport aux autres secteurs. Et maintenant on nous dit... En fait, on veut étudier chez nous à la maison par 10. D'abord, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable de prendre une carte. C'est contrôlable et ça se fait. C'est incontrôlable dans la pratique. C'est important pour moi de mettre ça sur la table, bien que le comité rabbinique de chasse a appelé à ne pas ouvrir les établissements. Ce n'est pas vous la bonne adresse. Oui, mais je représente quand même les orthodoxes, bien que les orthodoxes séfarades ont été appelés par le cabinet rabbinique de ne pas ouvrir les établissements, de suivre les consignes. Cependant, il y a des rabbins orthodoxes, comme le Raphaël Kanievski, qui ont appelé à donner la possibilité à ces élèves
à ses enfants d'étudier la Torah et non pas d'ouvrir les écoles. Et d'ailleurs, je pense que c'est une fausse compréhension de ce qui a été dit de sa part, car il a demandé, et j'ai beaucoup de respect pour le rabbin Kanievski. Il a demandé de continuer à donner la possibilité, on ne sait pas ce qui est dit par lui et ce qui est dit par ses proches. Aux enfants, aux petits, c'est ça le problème. De continuer à étudier la Torah. Il faut comprendre une chose, c'est que le public orthodoxe, et je n'attends pas du public, d'un public laïque ou mixte, de comprendre, ou sioniste religieux, de comprendre l'importance de la Torah aux yeux des orthodoxes. C'est tout simplement, c'est prendre un poisson. Placé au-dessus de la loi du pays, c'est ça ? On ne parle pas de l'importance de la Torah. C'est plus qu'au-dessus de la loi de pays. Il faut comprendre que quand j'ai un poisson dans un aquarium et que la seule façon pour lui de vivre, c'est dans l'aquarium, dans de l'eau, et quand je le sors à l'extérieur, il meurt. C'est pareil pour les orthodoxes. Mais ce n'est pas valable, à vos yeux, ce n'est pas valable alors pour les enfants laïcs ou sionistes religieux. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent rester à la maison combien de temps nécessaire. Il n'y a que les enfants ultra-orthodoxes qui sont importants, qui ne sont que des poissons dans l'eau. Encore une fois, je parle de l'étude de la Torah, non pas des études de l'étude profane. Les études de la Torah, je comprends bien l'importance de l'étude de la Torah. Personne ici ne remet en cause l'importance de l'étude de la Torah. Mais il faut aussi, on ne peut pas remettre en cause non plus l'importance pour les enfants d'aller à l'école, ce qui permet aux parents d'aller travailler, parce qu'il faut quand même bien parler que nous avons aussi une économie indépendamment des études, et je suis ravi que tout le monde parle que des études de la Torah, mais il y a aussi une économie qu'il faut soutenir. Cette économie, pour la soutenir, il faut que les parents puissent aller au travail. Pour qu'ils aillent au travail, il faut que les enfants puissent retourner dans les jardins d'enfants, certainement entre 0 et 6 ans. C'est fondamental, autrement nous allons vers une crise sociale et économique. Et moi, je pense que tous les sondages qu'on a faits là ne valent même pas le papier sur lequel ils sont imprimés. Vous savez pourquoi ? Parce que les prochaines élections, la plupart des gens qui aujourd'hui se retrouvent ici dans les sondages, ou certains ne seront pas, prochaines élections, et il y aura d'autres qui arriveront. Et le sujet qui va être le sujet des prochaines élections, c'est le sujet des droits et des devoirs, de l'inégalité entre les droits et les devoirs par secteur. Je pense que ce qui s'est passé avec le Covid a encore remis en exergue les inégalités au sein de la société israélienne. Il n'est pas possible aujourd'hui, quand j'entends le ministre Elkin dire qu'il a été demandé de l'argent pour les 200 000 étudiants à l'université on est très inquiet parce qu'il y a des dizaines de milliers qui ne peuvent plus continuer à payer leurs études parce qu'ils n'ont plus de travail, parce qu'il n'y a plus de restaurants, parce qu'il n'y a plus, vous savez, la Torah, c'est important, mais il faut du kemach aussi, il faut de la farine pour qu'il y ait de la Torah. En kemach en Torah, en kemach en... S'il n'y a pas quelqu'un qui bosse, il n'y a pas de Torah. Vous le savez. Laurent, il faut oublier, il y a des étudiants à la fac qui sont orthodoxes aussi. Oui, mais pas... d'accord, non, on est d'accord, mais c'est pas faux. Merci. Vous savez très bien. Et de plus en plus. Je peux vous tout ce qui encourage les gens à aller travailler, tout ce qui encourage les gens à aller travailler, étudier et à participer à la vie économique, c'est une très bonne chose. Ça reste quand même dans les chiffres relativement bas lorsque vous avez en tant qu'État juif, on a aussi besoin d'un public qui étudie en parallèle à ça. On a eu autant de la Torah, autant de Yoshua, on a quand même eu des gens qui travaillaient et des gens qui étudiaient aussi. Après la Shoah, a permis à 400 Talmidei Yeshivot d'être exemptés de l'armée. S'il s'était dit à l'époque que ça deviendrait 200 000, je ne suis pas sûr qu'il aurait pris la même décision. Moi, je suis fondamentalement pour qu'il y ait une élite, mais pas seulement une élite orthodoxe qui étudie. Qui décide de cette élite ? C'est vous, Laurent ? Vous allez choisir vos 10 000 étudiants et vous allez faire une liste. Au lieu d'en avoir 200 000, dont on ne sait pas si tous sont vraiment... Laurent Yosef, qui d'ailleurs aujourd'hui sur les 7 ans de sa disparition, même pas Meretz, lui-même n'était pas au départ un élite. Et quand même, les rabbins qui sont venus chez son père lui ont demandé de venir étudier à la yeshiva. Il est devenu ce qu'il est devenu. Donc personne d'entre nous, ni moi, ni vous, pouvons décider qui sont les élites. Non, il y a des critères. Vous savez très bien. D'abord, il n'y a aucun critère. Toute personne, même vous, Laurent, vous pourrez peut-être un jour devenir un grand rabbin d'Israël. Mais tout est possible. Tout est possible. Mais une chose est sûre. Aujourd'hui, les critères, ils existent, puisqu'il y a des yeshivotes qui sont meilleures, moins bonnes, moyennes, et pour l'élite aussi, au sein des Ashkénazes, au sein des Séfarades. Donc vous savez très bien, ne faisons pas l'hypocrite, qu'il y a à l'intérieur de ces cercles d'études des gens qui savent très bien. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait 10 000 personnes chez les ultra-orthodoxes qui soient exemptés, qui reçoivent une bourse. Pour moi, ça peut être ad vitam aeternam, mais aussi
mais aussi dans le public général, des gens qui veulent faire des recherches, non pas seulement religieuses, 10 000 personnes, ce qu'on appelle le programme Talpiot pour les gens extrêmement intelligents, c'est possible de faire et c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Mais indépendamment de ça, reprenons quand même la politique, parce que la politique, c'est quand même la base de tout. Aujourd'hui, Bennett, il bénéficie du fait qu'il a dit qu'il est pour les droits. Tout d'un coup, il est pour les droits des homosexuels, des lesbiennes, il aime tout le monde. Ça va passer un tout petit peu, mais Bennett n'aura pas 24. Il y a actuellement 7 mandats de blanc-bleu qui sont chez Bennett pour des raisons de... Les gens sont fâchés contre Blanc-Bleu de la façon dont ils ont géré la crise. Et puis, il y a aussi le petit côté mafieux dont il faut parler quand même. Le petit côté mafieux au Likoud, Miki Zohar qui menace Mendelblit, Miri Regev qui va à une émission qui dit « Si tu dis pas des choses bien sur les gens du Likoud, tu ne deviendras pas capitaine de l'équipe nationale de foot. » Enfin, les gens commencent à comprendre qu'il y a une usure du pouvoir. En 77, lorsque le MAPA et les anciens travaillistes avaient perdu le pouvoir, après 40 ans, il y avait l'usure du pouvoir. Les gens ils croient déjà que ça leur appartient. Ici, je crois aussi qu'on est à un moment où, au Likoud, ils pensent que c'est à eux et qu'ils sont là ad vitam aeternam. Attendez, sur le sondage, justement, le parti Chasse, est-ce que vous verriez justement ne pas participer à une coalition parce que vous êtes arrivé de passer dans l'autre camp. Je veux dire, vous n'avez pas toujours été avec la droite. C'est arrivé que vous participez aussi à une coalition avec des travaillistes. Est-ce que vous pourriez envisager de participer à une coalition qui ne soit pas menée par le Likoud? Est-ce que c'est envisageable? Je pense que c'est une question prématurée. Alors, nous ne sommes que dans des sondages. Aujourd'hui, je ne vois pas la possibilité, bien que... Bon, c'est vrai que Bennett ne transforme jamais l'essai. Jamais. Mais peut-être, il réussira peut-être. Je ne vois pas aujourd'hui Chasse aller avec Lieberman et Lapid. Je vois pas ni Degalator. Surtout pas Lapid. Pourtant à Jérusalem, ça vous a pas dérangé d'aller avec lorsqu'il fallait voter pour Moshe Léon. C'est quand même l'architecte de l'accord, c'était quand même Monsieur Lieberman. Bien sûr. Mais Lieberman a toujours été la meilleure personne, le meilleur partenaire avec qui les religieux et les orthodoxes ont fait les meilleurs accords. Pas Lapid. Ah, mais Lapid, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, Lieberman aujourd'hui le nie, mais tout ce dont vous parlez, l'argent pour les yeshivot, ces centaines de milliers de pour les yeshivot, Lieberman a toujours été laïque avant les élections et favorable aux ultra-orthodoxes après les élections. C'est pour ça qu'il n'est pas crédible et qu'aujourd'hui il perd. Mais bon, il faut comprendre. Un dernier mot, parce que je voudrais qu'on passe à un autre sujet après, mais quand même sur ce qui se passe là. Vous parliez tout à l'heure de ce sujet de rupture entre les différentes communautés. Vous avez l'impression que la société israélienne est plus fracturée aujourd'hui à cause du coronavirus qu'elle ne l'était avant? C'est un sentiment que vous avez ou pas? Je pense que le coronavirus, comme le disait Laurent, a mis en évidence et a fait flotter tous les problèmes de la société israélienne. Oui. Je ne pense pas que c'est à cause du coronavirus. C'est tout simplement le coronavirus a fait sortir justement ces fissures, ces différences, cette mauvaise gestion au sein de certaines communautés ou de ces différents publics israéliens. Il est clair que le corona a mis les choses en évidence. Je pense aussi que les médias en sont aussi pour quelque chose. De faire cette généralité lorsqu'on parle d'un public ou d'un autre, lorsqu'on parle des gauchistes ou des gens de droite ou de gauche. Gauchistes, c'est d'extrême. Je parle les gauchistes ou les gens de gauche ou de droite, les orthodoxes ou les laïcs. Je pense que le média aujourd'hui, malheureusement, fait une généralité de chaque public. Je pense que dans chaque public, il y a, comme de partout, il y a des gens qui sont mis à la touche, des gens qui font un peu ce qu'ils veulent. Oui, mais moi d'abord, je crois pas. Je crois que les médias aujourd'hui en Israël sont relativement affaiblis. Je crois pas qu'il y ait vraiment un contre-pouvoir dans les médias, puisque je l'ai dit la semaine passée lors de mon dernier débat qu'il y avait une pléthore de journalistes orthodoxes et ultra-orthodoxes aujourd'hui dans les médias. Et donc, je veux dire... Ils font pas de poids quand même. Quand même, hein, Sivan Rav Meir et Avishai Ben Chaim, qu'on voit tous les jours. Il y a quand même pas mal de gens. Non. Et sur la 11e chaîne, on a 2 ultra-orthodoxes. On a de plus en plus. Non, et Kalman Libeskind et Amit Segal et l'autre Segal. Non, quand même, on les entend beaucoup. Le matin, le midi, le soir, à la radio, à la télé. Ça n'existait pas. C'est pas à la hauteur de la représentation de la population, selon vous ? Si. Ça représente bien la population. Kalman Libeskind, sioniste religieux. Amit Segal, sioniste religieux. Sivan Rav Meir, ultra-orthodoxe. Le personnalité. De journalistes. Quand on dit les médias, il faut parler ils sont mainstream. Hein. Ils sont 11, 12, 13. Mais il y a quand même une politique. Il y a une politique de la 12 ou de la 13 qui mène une certaine politique envers certains publics. Les choses sont là, c'est des faits.
Quand vous avez Radio Kol Chai qui parle, il parle au public de chasse. Oui, d'accord. Donc je veux dire, il est clair que il est plus tourné vers un certain public, mais on ne peut pas aujourd'hui dire. C'est malheureux si à Kol Chai, j'aurais écouté des émissions qui parlaient contre un public laïque à Tel Aviv. Quelle émission parle aujourd'hui sur la 13e chaîne ou sur la 12e chaîne? Il y en a beaucoup. Mais vous avez tout le temps. Yehudim Baïm, vous en avez entendu parler? Ah non, c'est une excellente. D'abord, c'est une satire. Vous n'avez pas commencé à nous faire Charlie Hebdo inversé. Bon, attendez, on va pas faire le passage en revue de la télévision israélienne. Je pense que c'est grave, mais à mes yeux. En tout cas, voilà, il y a un problème de société peut-être qui a été exacerbé par cette crise. On verra. Netanyahu en est le responsable. Ça, que ce soit clair, net et précis. Pour moi, il en est le responsable. Il n'y a jamais eu, moi j'habite depuis 30 ans en Israël, il n'y a jamais eu une fracture de la société telle que je l'ai connue. Et il y a quand même quelqu'un qui souffle sur les braises. Et c'est principalement le Likoud, il faut le dire. Mais c'est même pas Chasse ou même pas les orthodoxes. C'est vraiment le Likoud qui fait tout pour. Vous savez, j'oublierai jamais cette vidéo de Netanyahu allant à l'oreille du Rav Kadouri en lui disant que les gens de gauche ont oublié ce que c'est d'être juif. Lui qui mange quand même tout ce qui bouge et tout ce qui vient de la mer, je trouve ça un peu léger que lui ose nous dire que nous ne sommes pas des bons juifs, alors que beaucoup d'entre nous vont dans les synagogues, alors que lui le samedi quand il est à Moscou et qu'il nous représente, il va dans les restaurants non cachés. Mais ça ne dérange personne dans le public ultra-orthodoxe tant que le chèque est prêt. Faut le dire. Bon, vous voulez dire un mot là-dessus ou pas? Non, je pense que ça n'a rien à voir avec le chèque. Ça a tout à voir. Non, pas du ça tout. a tout à voir. Non, pas du tout. Tout simplement, Benjamin Netanyahou a une certaine approche vers le public orthodoxe et religieux qui fait que, oui, le public orthodoxe, le public religieux et jusqu'à Bennett, le public aussi sioniste religieux, voyait en Benjamin Netanyahou un chef d'État extraordinaire qui a fait, il ne faut pas oublier, il a fait des choses extraordinaires pour l'État d'Israël. On a vu encore une photo il y a de ça quelques minutes. C'est quelque chose qui a été fait, on ne peut pas cracher dans la soupe. Je crache pas dans la soupe, je l'ai félicité pour ça, mais je crois qu'aujourd'hui n'importe qui aurait été à sa place. N'importe qui aurait été à sa place. Vu les intérêts communs qu'il y a. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait le point en face de Benjamin Netanyahou. Je crois que là-dessus, nous ne sommes pas d'accord. Je crois que j'ai quelques noms qui sont pas mal pour faire le point. Vous voulez enlever le crédit de cet accord-là? Je l'ai dit. Le crédit, il est là. Mais bon, il a aussi eu un terrain favorable qui est en fait que les gens, tous les pays sunnites de la région veulent s'allier contre quelqu'un qui est contre l'Iran. Donc nous sommes là. C'est quelque chose qu'il a cherché depuis plusieurs années. Il cherche ce rapprochement. Mais c'est quelque chose d'historique aussi. C'est quelque chose où s'il n'y avait pas de conflit entre l'Iran et les pays sunnites, nous n'en serons peut-être pas là. Le fait que l'Iran menace les pays sunnites et que lorsqu'on sera à Abu Dhabi, on sera 11 km en face de l'Iran, ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important aussi pour ces pays-là qui savent qu'ils vont pouvoir aussi bénéficier de technologies israéliennes et surtout de technologies américaines. On en a parlé, de F-35 et de drones dont ils n'avaient pas la possibilité d'avoir. Donc effectivement, c'est très joli comme image, c'est très beau, j'en suis ravi parce que moi-même j'espère un jour aller voir ce qui se passe à Abu Dhabi et peut-être faire du business là-bas, mais indépendamment de ça, il y a des intérêts régionaux qui ont primé sur la personne de M. Netanyahou. Si demain M. Gabi Ashkenazi ou M. Gantz ou même un autre député du Likoud était à la place de M. Netanyahou, je n'ai pas l'ombre d'un doute que nous serions arrivés au même accord. Bon, ça c'est votre analyse là-dessus, vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Non, pas tout à fait d'accord, mais bon, je l'ai dit, je pense que Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, à mes yeux, personne ne fait le poids. Je suis à la Knesset, je vois exactement ce qui se passe. C'est un illusionniste. Je fais partie. Je fais partie des commissions. J'entends ce qui se passe dans les couloirs. Je vois les stratégies politiques, les façons de travailler. Oui, mais c'est vrai. Il a quand même 30 ans de politique en arrière. Mais même une expérience, ça peut être aussi une mauvaise expérience. Pas toute expérience est bonne. Il y a des bonnes expériences, il y a des mauvaises expériences. Dans son cas, je pense que c'est quand même une bonne expérience et 30 ans de bonne expérience. D'ailleurs, on en voit les résultats. Au niveau économique, au niveau social, au niveau à quel niveau? C'est pas le seul, même sur le plan. On n'a pas le temps de refaire la carrière. Mais bon, on en reparlera avec grand plaisir. Voilà, on reviendrait. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire la carrière politique de Netanyahou, qui est effectivement extrêmement dense. Merci en tout cas Yossi Taïeb, député du parti Chasse, d'être venu dans ce débat ce soir. Merci à Laurent Sigé, chef d'entreprise. Et puis dans un instant, donc, la suite de vos programmes sur i24 News avec un nouveau journal à venir. Bonne soirée.